de concevoir des systèmes robotisés, puis révolutionner le monde. Donc, rien de moins. Je vous montre ici des vidéos de différents robots. Celui en haut à gauche est plus propre d'un montage, de montage robotique dans les industries. Les robots sont encagés, les humains ne sont pas là pour interagir avec les robots. Et de plus en plus, on amène les robots dans la vraie vie. Au niveau de l'interaction pour les robots manipulateurs, en chirurgie, robots compagnons, au niveau de l'agriculture, des Skype sur roue, là, des robots pour faire de la visioconférence, mais en permettant de se déplacer. Et puis, en agriculture, ben, on voit deux montages là, en bas là, dans l'écran à gauche et à droite. Maintenant, les tracteurs peuvent avoir aucune cabine et sont des systèmes complètement robotisés. Donc, pour vous montrer un peu l'étendue de comment la robotisation maintenant est comme un peu partout, puis on veut sortir des usines pour amener des machines capables de fonctionner dans nos environnements de vie courants. Ça amène un paquet de défis. Ça va aux robots de transport, delivery robots qu'on pourrait appeler, là, que ce soit pour Amazon, qui présentement travaille sur un robot drone intérieur aussi. Puis FedEx, là, avec un robot pour faire la livraison au sol avec une capacité de franchir des obstacles comme les escaliers. Bref, quand on parle de robots mobiles, puis robots dans la vraie vie, faut être capable de faire face à une variété de conditions et de situations. C'est là que il y a un beau défi au niveau des ingénieurs puis de la conception. Pour vous expliquer un peu les grandes lignes du programme, le programme est monté alentour de deux situations professionnelles. Concevoir un système robotisé qui implique l'intégration de composants mécaniques, électriques et informatiques pour un contexte d'application de données. Donc, c'est un robot, là, c'est une combinaison d'éléments mécaniques, électriques, info. On a des programmes spécifiques pour chacune de ces disciplines-là, mais on ne montre jamais à l'intérieur de ces programmes-là l'intégration. L'intégration en soi, ben, pour comprendre que quand on fait un design mécanique, il faut si on veut passer des fils, par exemple, à l'intérieur de la structure, on ne peut pas imaginer qu'un fil, ça a un rayon de courbure à 90 degrés sans écart. Il faut être capable de prévoir un certain espace. Il ne faut pas juste mettre de l'espace pour les composants électroniques. Il faut penser aussi à la dissipation de chaleur que ça génère. Au niveau informatique, on ne peut pas penser que les accélérations vont être infinies. Donc, un robot, il faut prendre en considération tout ça. Fait que ces défis d'intégration-là sont importants. Puis il faut qu'on soit capable de les aborder. C'est ce qu'on aborde typiquement dans le programme. Puis la deuxième situation professionnelle, c'est d'être capable de gérer un projet robotique qui fait intervenir une équipe multidisciplinaire. Un robot, conception de robot, que ce soit un robot manipulateur, un robot mobile, ça se fait avec des équipes. C'est difficile d'imaginer qu'une personne, elle seule, est capable de faire toute la mécanique, l'électronique, la programmation, puis la validation d'un robot à lui seul ou à elle seule. Donc, être capable de travailler avec différentes disciplines, autant du côté de l'ingénierie que du côté applicatif, c'est un élément qui est très important. Donc, le programme est bâti alentour de ces deux éléments-là ou deux compétences principales. Les activités pédagogiques sont imaginées pour pouvoir arriver à développer ça. Le génie robotique, c'est quoi? Ben, c'est justement un programme de formation d'ingénieurs pour concevoir et gérer des projets de nature robotique, intégrant la mécanique, l'électronique et l'informatique. On voit ça comme une discipline à part entière qui fait constamment intervenir le génie mécanique, l'électrique et le génie informatique en interaction les uns avec les autres. Donc, ces défis-là d'intégration sont suffisamment distincts et non abordés dans les programmes disciplinaires qu'on on a cru nécessaire, quand on a mis en place ce programme-là, de pouvoir l'aborder à chaque session dans l'ensemble du programme. Pourquoi génie robotique? Ben, c'est que maintenant, ça se trouve au cœur des besoins de l'industrie. On vous liste ici des grands manufacturiers, des entreprises d'automatisation, puis des entreprises qui font de la conception de robots. En fait, même des entreprises qui ne sont pas affichées robotiques à l'intérieur de leur usine ou de leurs installations
ils traitent avec des systèmes qui sont robotisés ou ils ont à faire la conception de systèmes qui combinent l'électronique, l'informatique et la mécanique. Donc, c'est vraiment un grand besoin. Au niveau du programme, à chaque année, on invite des industriels à faire le point sur l'évolution du programme. Et puis, ils sont clairs, le besoin est très grand. Les entreprises, avant la mise en place du programme, devaient former, dans le fond, leurs ingénieurs, leurs professionnels dans le contexte de la robotique en fonction de leur entreprise puis de leur contexte d'application. Là, ils retrouvent un bassin intéressant de personnes qui ont ces compétences-là, qui sont très importantes pour eux. Fait que, deuxième élément qui est important pour justifier le pourquoi, bien, le marché de la robotique est en pleine effervescence. Puis là, bien, les secteurs, c'est aussi large, l'industrie, le service, le divertissement, l'assistance aux soins, les véhicules intelligents. Les applications qu'on vous a montrées au début, ça illustre bien ça. On fait en quelque sorte, à travers le programme, le développement de gens qui sont des spécialistes des défis d'intégration. En soi, la robotique, ça peut traiter des mécanismes, du contrôle, les actionneurs, des senseurs. On peut aborder ça individuellement, mais l'élément manquant, puis qui est essentiel, puis qu'on vient vraiment aborder de front et tout le long du programme, c'est l'élément intégration dans ce casse-tête-là, de faire un robot. Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on vient prendre des différents programmes, ici, on illustre les sujets qu'on vient tirer de, par exemple, génie mécanique. On prend les éléments de modélisation, dessin 3D, structure et assemblage, prototypage, matériaux, fluides, échange de chaleur. En électronique, on aborde les circuits électroniques, les mesures électriques, les systèmes numériques, l'asservissement, traitement de signal, senseurs actionnables, les systèmes d'alimentation. En informatique, on couvre tout ce qui est programmation, modélisation orientée objet, système embarqué, système d'exploitation, programmation concurrente, interface utilisateur, traitement d'image. Ça, dans le fond, on est allé prendre les éléments. Chacun de ces programmes-là, mécanique, électrique, informatique, vont beaucoup plus loin dans leur secteur. Nous autres, on vient prendre les éléments qui sont pertinents pour la partie robotique en les abordant au même niveau que ces disciplines-là. Donc, quand on compare, par exemple, un programme en génie mécanique qui dit qu'il y a une concentration en robotique, bien, les éléments de programmation sont probablement moins évolués que dans le programme génie robotique comme tel, parce qu'on va vraiment prendre le temps de l'aborder, étant donné que chaque session sont bâties pour qu'il y ait des éléments de mécanique électrique et informatique de traiter durant la session. Dans la dernière année, on offre aux étudiants la possibilité de se spécialiser dans différents secteurs ou différents créneaux, comme l'intelligence artificielle, la sécurité et les aspects logiciels, la bioingénierie, l'aéronautique, les télécoms, traction électrique, conception avancée, pour leur permettre d'aller plus loin dans ces créneaux-là. Au centre, ce qu'on a voulu représenter, c'est que tous ces éléments-là sont montrés alentour de contextes de robots particuliers. En fait, une session sur deux, on aborde les robots mobiles et l'autre des robots manipulateurs. Fait qu'on alterne comme ça. Ça peut être pour de la robotique industrielle, robotique mobile en général, les manipulateurs, l'assistance, l'industrie du service, l'industrie 4.0. Puis alentour, quand on inscrit résolution de problèmes, conception, aspects économiques et sociétaux, communication et travail en équipe, bien ça, dans le fond, c'est propre à l'apprentissage, à la formation en génie, dans ce cas-ci, qui est appliqué à la robotique. Les 4 coins viennent illustrer que c'est contextualisé dans des applications pratiques au niveau manufacturier, du transport, de la santé et des services. Comment on fait ça? On a construit une formation pragmatique qui est rattachée à des problèmes et des projets, qui est liée à la réalité de l'industrie et aux besoins sociétaux. Les 6 premières sessions, on couvre de manière intégrée les éléments mécaniques, électriques, info, avec un projet de session intégrateur en robotique. Puis les sessions 7 et 8, on va dans les spécialisations, comme je parlais tantôt, et le projet majeur de conception. Si on regarde l'organisation générale de tout ça, les 2 premières sessions servent un peu pour la mise à niveau, là, de mettre un peu tout le monde au même point. Dépendamment du profil d'accueil, on va voir un petit peu plus loin comment ça s'articule, mais
les gens en sciences nat ou en sim vont avoir un parcours particulier. Les gens en technique, même chose. Pour qu'à partir de la S3, c'est principalement S1, S2, il y a un petit ajustement. À partir de S3, là, tout le monde suit les mêmes activités. En S7, S8, on couvre les modules de spécialisation, comme je parlais. Il y a un cours au choix en S8. Puis il y a un projet de session de S1 à S5. Et de S6 à S8, il y a le projet majeur de conception qui mène à l'Expo Méga Génial, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a lieu actuellement la première semaine de décembre, à chaque année. Les particularités, c'est un programme de bac qui est élaboré pour être conforme aux exigences du Bureau canadien d'accréditation des programmes de génie du Canada. C'est 8 sessions d'études, 5 sessions de stage coopératif, où on peut aussi le prendre en régulier, mais présentement, tout le monde est en stage coop. C'est un programme de 120 crédits excluant les stages. Ça peut mener à des études supérieures, maîtrise et ensuite doctorat. Si on regarde le cheminement, les 3 premières sessions sont des sessions d'études. Et le premier stage a lieu à l'automne de la 2e année. Ensuite, on alterne stage-études jusqu'à la fin du programme de bac. C'est des stages rémunérés. Petite particularité pour les étudiants du programme génie robotique. Les étudiants voient les offres de stage d'employeurs qui ont spécifiquement étiqueté génie robotique comme étant la spécialité qu'ils veulent avoir comme pour le recrutement. Mais ils ont aussi accès à tous les stages de génie électrique, génie informatique et génie mécanique. En 2019, à l'hiver, il y avait pour une quarantaine d'étudiants 120 offres de stage génie robotique et 1200 au total génie électrique, génie informatique, génie mécanique, génie robotique. Donc, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. C'est pas les stages qui manquent dans ce créneau-là. Autre particularité, au lieu de donner des leçons magistrales au tableau avec un professeur qui explique, on a des classes APPI ou API, là, apprentissage par problème et par projet. Les étudiants travaillent en groupe d'une douzaine, travaillent ensemble de façon collaborative autour de problématiques concrètes, faire des calculs, des analyses, des mesures. Donc, très contextualisé à la pratique. Quand on parlait de formation pragmatique, c'est ça qu'on voulait dire. C'est une méthode pédagogique qui a été élaborée par le département de génétique et génie informatique à l'Université de Sherbrooke, qui découlait de méthodes pédagogiques qui sont utilisées en médecine. Le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de problèmes concrets, puis d'apprendre les éléments théoriques et pratiques en lien avec ça, de façon à aussi développer les habiletés de travail collaboratif, puis l'autonomie, l'initiative aussi. Les évaluations qui sont faites dans cette formation-là, c'est plus, oui, il y a toujours une note sur 100 avec une cote de A+, en descendant. Mais on vient aussi regarder des compétences, les activités pédagogiques qui sont comme décomposées en compétences. Des fois, il y en a une, mais la plupart du temps, c'est 2 ou 3. Puis on vient, selon les types de questions et évaluations, on vient rattacher les points à la compétence en question. Puis pour passer le cours, il faut avoir au-dessus de 50 pour chacune des compétences. Donc, ça permet d'avoir une validation plus serrée sur qu'est-ce qui est requis pour passer le cours. Donc, s'il y a des lacunes au niveau, je ne sais pas moi, de la soudure dans un cours de mesure électrique, mais par contre, au niveau théorique, tout va bien, on va venir se concentrer ensuite pour s'assurer que l'étudiant en question puisse aller chercher la compétence requise avant de progresser plus loin avec les cours suivants. Puis la stratégie dans l'apprentissage par problème puis par projet, c'est qu'on place l'étudiant au centre de ses apprentissages. On a une façon d'évaluer qui se fait à cote fixe. Donc, les notes pour avoir le A+, c'est par exemple 85 et plus ou 90 et plus. Puis là, on a tout plein de niveaux là, pour les autres notes du bulletin. Les étudiants, de cette façon-là, ne sont pas en compétition entre les autres, mais plutôt cherchent à démontrer l'atteinte des compétences en lien avec les activités pédagogiques. Donc, ça favorise l'entraide, ça permet de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à apprendre,
versus se questionner par rapport à si moi j'aide quelqu'un, ça va affecter la moyenne et donc ça va affecter ma note. J'aime mieux m'occuper de mes choses puis pas profiter de l'occasion de pouvoir travailler ensemble avec les autres étudiants. Pour vous donner un modèle d'horaire, ça c'est la session 2. Quand je parlais d'ajustement avec les profils, c'est un bon exemple. On voit ici, en fonction du profil d'accueil, sciences nat ou les SIM, TM pour technique mécanique, TE électrique, TO technique de système ordonné. On voit que dans les 2 premières semaines de la session, ben, les étudiants avec les profils TE-TO ont des activités particulières. Ils se sont fait créditer d'autres activités qui avaient couvert au niveau technique. Puis au niveau SNTM, ben, ils ont une activité qui leur est propre aussi. Puis c'est à partir de l'APP2 que tout le monde est ensemble. Donc, dans cette session-là, on voit, si je prends la première activité, logique combinatoire, on commence par ça, quelque chose de plus proche de l'électrique. Simulation de solutions robotisées, donc quelque chose en robotique. Logique séquentielle, dans l'électrique, programmation, atelier de programmation, modélisation géométrique algèbre linéaire, des maths statiques, qui est de la mécanique, introduction à la mécanique des fluides aussi, qui est de la mécanique. Donc ça, c'est donc des blocs d'apprentissage, c'est les APP qu'on appelle, qui sont répartis sur soit 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. En parallèle à ça, il y a un projet de session. Dans ce cas-ci, c'est, comme je disais, la thématique, c'est la robotique industrielle. Donc, il y a un projet qui couvre les notions de robotique industrielle et sécurité en automatisation industrielle. On va vous en parler un petit peu plus tard. Pour voir comment ça se passe durant une semaine type là, ou des semaines type en APP, dans les blocs, comme je disais. Ici, si on prend le cas d'un APP de 2 semaines, puis qui commence le lundi, là, ça peut commencer n'importe quel temps durant la semaine. Et la première journée, c'est un tutorat d'ouverture, le tutorat 1, qui vise à mettre en évidence ce que les étudiants connaissent, comprennent de la problématique, identifient les mots importants, partagent leurs connaissances par rapport à ces mots-là, viennent organiser leur structure d'apprentissage ou leur stratégie d'apprentissage par rapport à la problématique à résoudre. Il y a du temps pour étudier, lire, se préparer à des activités d'exercices interactifs, des procéduraux qu'on appelle des manipulations en laboratoire, comme il est montré le mercredi. Vendredi, il peut y avoir une période de consultation, études. Je vais revenir sur la rencontre d'intendants. La semaine suivante, on poursuit, procédural, ça peut être aussi des labos, pour arriver mardi à la validation de la solution, où là, on rencontre le formateur, montrer qu'est-ce qu'on a fait comme résolution de la problématique, bien valider un peu les compréhensions rattachées à la problématique. Le mercredi, on revient en tutorat, donc c'est seulement des groupes de 12, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais avec un formateur, et puis on vient revoir la problématique, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre, s'assurer que les connaissances sont bien là. C'est suivi d'un examen formatif, c'est comme un examen de pratique pour que tout le monde puisse voir où il se situe par rapport à qu'est-ce qui devait être appris durant l'APP. Puis le vendredi, donc la dernière journée de l'APP, il y a une période de consultation, puis un examen sommatif qui, lui, va compter, donc qui vient valider qu'est-ce qui a été compris. Je n'ai pas parlé du jeudi parce que c'est la période projet dans cet horaire-là, où là, on travaille sur le projet de session. Il y a la rencontre d'intendants le vendredi, qu'à chaque fin d'APP, un représentant par groupe de tutorat combine les commentaires sur la qualité, comment ça s'est passé l'APP, sur la problématique, est-ce que la problématique est bonne, la documentation, les tutorats, comment se sont déroulés, les procéduraux, labos, les évaluations, l'équipe professorale, comment se passe le projet de session. Ces commentaires-là sont colligés dans un document commun qui sert à rencontrer le coordonnateur de session durant la session pour bien comprendre comment ça s'est vécu. Puis ça, c'est une fois que c'est complété, c'est racheminé à l'équipe professorale pour améliorer les APP, soit même durant la session ou pour les sessions suivantes. Donc, il y a un processus d'amélioration continue à même
la technique d'apprentissage, par problème, par projet. Pour vous faire vivre un exemple, je vais demander à Audrey de prendre la parole. On va vous donner un aperçu de l'APP2, simulation de solutions robotiques, pour vous donner un feeling de comment se passe un APP. Merci. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est un extrait de la problématique qu'on retrouve dans le guide étudiant. Donc, pour chacun des APP, c'est comme si vous avez un petit guide étudiant d'une vingtaine de pages. C'est très, très variable, mais disons en moyenne une vingtaine de pages, qui va vous indiquer bon, ben, quelles sont les choses à faire dans les 2 prochaines semaines. Donc, à quoi on s'attaque comme problématique dans les 2 prochaines semaines. Je sais que François a mentionné, là, des fois, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, mais grosso modo, c'est souvent un APP de 2 semaines. Donc, dans le fond, dans une première période de tutorat, donc quand l'enseignant est assis avec une douzaine d'étudiants, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment décortiquer la problématique, donc spécifiquement à quoi qu'on s'attaque dans les 2 prochaines semaines. Donc, par exemple, on lirait carrément en grand groupe la problématique en tant que telle, puis on viendrait surligner les mots-clés pour faire ressortir, dans le fond, quels sont les éléments auxquels on va s'attarder. Donc, dans ce cas-ci, on a dans le premier paragraphe, par exemple, solutions robotisées, polissage, domaine de l'aéronautique et tout ça. Ce sont les étudiants, en fait, qui essaient de trouver quels sont les mots-clés dans le texte. Dans le deuxième paragraphe, vous voyez que là, on s'en vient plus spécifique. Là, on parle d'une simulation avec un robot LR-Mate 200, une meule, un support pour les pièces brutes et les pièces polies en sortie. On parle d'enveloppe de travail, prise dépôt de pièces, points intermédiaires, etc. Donc, surtout des exemples de choses, dans le fond, qu'il va falloir comprendre finalement dans les 2 prochaines semaines. Ça pourrait très bien arriver qu'à la lecture d'une problématique, en fait, c'est tout à fait normal qu'à la lecture d'une problématique, il y a plein de mots-clés qui nous sont peut-être inconnus, mais c'est un peu ça l'objectif, c'est de les aborder. Des fois, on va peut-être les rattacher à quelque chose qu'on connaît déjà. Puis des fois, en fait, on essaie un peu de deviner, puis d'échanger ensemble pour voir comme, OK, qu'est-ce que ça pourrait être. Je vous donne l'exemple d'enveloppe de travail ou de limite de joint. Mais peut-être déjà avoir une idée de ce que c'est sans peut-être le savoir exactement. Mais justement, l'objectif, c'est de faire ressortir quelles sont les connaissances à acquérir dans les prochaines semaines. On peut poursuivre, en fait, parce qu'ensuite, on arrive dans les séances plus de laboratoire ou de procéduraux. Donc là, c'est plus en grand groupe, donc une cinquantaine d'étudiants, où on va avoir des exercices, par exemple, à faire. Dans ce cas-là, c'est carrément dans le logiciel de Handling Pro. On va mettre un robot 6 axes, donc le même dont on va servir pour la problématique. Puis on va jouer un peu avec le robot, dans le fond, pour voir, qu'est-ce que ça fait quand je fais des rotations en X, des rotations en Y. Ensuite, qu'est-ce que ça fait quand je fais des rotations combinées en X, Y? Comment je fais pour positionner des choses dans mon environnement? Comment je fais pour détecter les collisions? Comment je fais pour éviter les collisions? Comment je fais pour changer la configuration de mon robot? Donc, tu sais, toutes sortes de choses pour savoir comment faire un programme en tant que tel, finalement, de simulation de robots industriels. C'est pas mal ça pour la partie laboratoire. Tu peux changer. On va arriver vers la fin, donc au bout de peut-être 1 semaine et demie, avec une validation de la problématique. Donc là, c'est comme si dans les séances, on avait vu, on fait des laboratoires ou des procéduraux pour acquérir des connaissances. Et ensuite, sur le temps de travail personnel, ben là, il y a carrément une partie réalisation de la problématique. Donc, c'est comme si on reprend des petits morceaux qu'on aura fait dans les laboratoires, que là, on essaie de remettre ensemble pour réaliser la problématique en tant que telle. Et donc, au bout d'1 semaine et demie, quand on arrive à la validation, ben là, les étudiants montrent aux enseignants qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser. Valide un peu si c'est effectivement le cas. Et on peut aussi venir valider, par exemple, la compréhension des étudiants. Donc, en leur demandant d'ajouter une instruction de mouvement, de bouger le robot à telle coordonnée, on peut poser toutes sortes de questions, dans le fond, juste pour valider que les choses ont vraiment été bien comprises. Puis ça permet aussi de faire un peu un recap de ce qui a été fait dans les 2 dernières semaines. Si on continue avec tutorat 2, donc dans le tutorat de fermeture, on est comme de retour en petits groupes, donc les mêmes petits groupes que la semaine 1. Donc là, on vient valider les apprentissages. On a fait, je disais, une acquisition de connaissances dans des laboratoires ou des procéduraux. Après ça, on l'a appliqué à une problématique assez spécifique. L'objectif du tutorat 2, c'est de venir comme décontextualiser un peu pour dire, OK, là, on l'a appliqué dans un cas bien spécifique, mais de façon générale, si j'avais tel autre problème à résoudre, comment je m'y prendrais. Donc, on essaie un peu de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Donc, dans ce contexte-là, ça peut prendre différentes formes, le tutorat 2, mais dans ce contexte-là, c'était beaucoup un tour de table pour venir valider les apprentissages. Donc, une question qui est posée carrément à chacun des étudiants, on fait des tours de table comme ça.
Je vous donne l'exemple, qu'est-ce qu'un repère, qu'est-ce qu'une singularité. On va essayer de venir préciser les définitions en tant que telles. Si j'ajoute un point dans un programme, c'est la position de quoi par rapport à quoi. Donc, c'est vraiment comme juste pour s'assurer qu'on a bien compris qu'est-ce qui a été fait dans les 2 dernières semaines. Si on poursuit, on arrive plus à la partie évaluation. Donc, il y a à la fois un examen formatif, comme François l'a spécifié tantôt, et un examen sommatif après qui compte. Dans ce contexte-ci, vu qu'on s'attardait vraiment à la programmation d'un parcours robotisé et l'utilisation d'un outil logiciel, c'est vraiment un examen pratique avec le logiciel. Donc, où est-ce qu'on vous demande de charger une simulation, de positionner des éléments, de créer un programme qui va réaliser telle chose. C'est ça, c'est vraiment comme un côté très, très applicatif. Dans certains cas, ça peut être un examen purement théorique, donc répondre à des questions mathématiques ou autres, ou ça peut être une combinaison des deux, donc un examen qui se fait en salle informatique, mais avec une partie pratique et une partie théorique. Donc, voilà. On parlerait des... Oui, Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que je passerai la parole, fait que je te laisse continuer. Non, mais c'était ça. Dans le fond, on va laisser parler nos représentants étudiants des projets de session. C'est Fanny qui prendrait la parole. On la voit ici là, sur l'image. Est-ce que Fanny, tu es là? Oui, je suis là. Toi. OK. Bon, je vais vous présenter les projets de session. Donc, pour la première session, c'est vraiment une introduction à la programmation, aussi au travail d'équipe, rencontrer des gens de ta classe, apprendre à souder pour ceux qui n'en avaient pas fait. Le projet, dans le fond, tu dois faire un projet de robotique mobile. À la fin de la session, il faut que tu aies un robot qui soit utile, qui répond à un besoin. Puis là, on voit ici du prototypage 3D. Mais c'est ça. Tout au long de la session, on a comme des petites compétitions, là, comme on peut voir dans les vidéos, pour à la fin être capable d'avoir un robot qui est fonctionnel puis qui répond à notre besoin, comme ici, mettons, le robot qui est serveur, qui va porter de la nourriture. Bon, là, on est rendu à la session 2, c'est de la robotique industrielle. Là, on s'en va à Productique, qui est un petit peu plus loin que de l'université à Sherbrooke. On se rend là-bas, là, on peut voir les images. Il y a comme un petit convoyeur, il y a 2 robots, dont un robot collaboratif, comme on peut voir ici. Puis, il y a aussi un robot Fanuc, le robot jaune. Il y a une mini-entrepôt, un système de vision. On touche à tout là-dedans. C'est encore un travail d'équipe. Puis, on se spécialise un peu dans, par exemple, moi, j'ai fait le convoyeur pour ma part. Puis, on travaille là-dessus en équipe. C'est vraiment un beau projet. J'ai vraiment aimé ça de mon côté. C'est ça. Sinon, pour la session 3, je sais pas, il n'est pas encore rendu là. Ah oui, OK. Donc, c'est un pendule sur rail. C'est de la robotique mobile. Tu dois faire passer comme un sapin par-dessus un certain point. Moi, personnellement, c'est pas un projet que j'ai eu la chance de faire, étant donné qu'on était en situation de COVID cet été. J'ai fait plutôt un pendule inversé. Donc, j'avais 2 roues, puis le but, c'était d'être capable de me stabiliser. Bon, regarde, on voit une vidéo, là. Moi, pendant mon processus, là. Et ouais, fait que là, le but, c'est que le robot puisse se stabiliser, puis arrive, mettons, à un certain point. On peut voir aussi que c'était pas évident, nécessairement. Mais ouais, fait que c'était différent cet été à cause du COVID, mais là, au moins, vous autres, vous allez être, d'après moi, vous allez être corrects. Donc, c'est ce qui conclut pour les 3 premières sessions, les projets d'équipe. Moi, je vais vous expliquer la session S4. Je suis Michael Simard, je suis en première cohorte. Session S4, dans le fond, c'était un projet libre. On pouvait construire ce qu'on voulait. C'était vraiment plus pour s'outiller pour la méthode de gestion agile. Alors, je vais vous montrer les petits projets qu'il y avait. Comme ça, exemple, c'est un robot qui répliquait les mouvements d'une main. Comme on peut voir, il y a des capteurs sur le gant qui sont envoyés par communication sans fil à un bras robotisé avec des servomoteurs. Par la suite, ça, c'est l'araignée, un de mes projets préférés. Dans le fond, le but de l'araignée, c'est que son corps reste toujours au niveau. Fait que dans le fond, il y a un accéléromètre et puis un gyroscope dans le corps de l'araignée. Puis en fonction de l'orientation de celle-ci, les pattes vont être. Les servomoteurs vont ajuster, dans le fond, la position des pattes. C'était vraiment quelque chose à faire. J'ai vu l'équipe travailler, là, puis c'était un méchant beau projet. Par la suite, dans le fond, plateforme F5, c'est que habituellement, les APP ne sont pas vrais.
physiquement, ne sont pas liés, dans le fond, avec le projet de session, mais ça, on a eu une plateforme mobile qu'on utilisait dans toutes les APP. Fait qu'on a fait tout le contrôle de A à Z, du début à la fin. Puis à la fin, dans le fond, on va voir le vidéo, c'est qu'on est en mesure de faire en sorte que la voiture ait un mode autopilote et qu'elle puisse avancer en se centrant sur les murs. Fait qu'on avait un capteur rotatif, un lidar sur le top du véhicule avec une caméra. Puis dans le fond, ça se naviguait tout seul. Ça a vraiment été un méchant beau projet à faire aussi. Là. Puis pendant la S5, on avait en plus de ça un cours qui s'appelle IMC, c'est création de produits innovants. Dans le fond, il fallait concevoir un produit qui répondait à des besoins réels d'un client. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un coach de football qui voulait filmer en hauteur pendant ses pratiques. Il fonctionnait avec une échelle, il montait dedans, puis il filmait avec un iPad. Quand on a été le voir, on a essayé de trouver des solutions pour filmer en hauteur de façon efficace. Comme on peut voir à gauche, dans le fond, c'est un des premiers prototypes qu'on a été testés. C'est un genre de mât télescopique avec des câbles en acier. C'était so-so, mais c'était quand même très pertinent. Puis à droite, on peut voir le résultat. Ça donne vraiment un bel angle de vue dans le fond. Tout ça avec une personne au lieu d'avoir une échelle, un gars qui tient l'échelle, puis une personne qui filme sur le top. Ça, dans le fond, c'est mon projet majeur de conception. C'est le projet qui dure 2 ans. Présentement, on est en train de concevoir un rover. La version de la droite, c'est un petit rover open source fait par la NASA qu'on a construit dans un groupe technique pour se familiariser avec ça. C'est ce qui nous a donné la piqûre. Ça, on a fait ça, dans le fond, dans notre propre temps personnel. Fait qu'on a décidé de faire ça pour un projet de ThinkBack. Puis à gauche, c'est le résultat de notre première session de cet été qu'on a fait du design, dans le fond. On était 9 personnes, 6 en robotique, 2 en mécanique puis 1 en électrique. Puis il y a le résultat final à gauche, dans le fond, le cadre en 3D. Dans le fond, ça, c'est studio de création qu'on peut voir à gauche. Ça, c'est nouvellement construit. Dans le fond, il a été construit il y a 1 an, si je ne m'abuse. Il y a tout là-dedans. Imprimante 3D, on a des salles de conception électronique, qu'est-ce qui est CNC, des presses, travail du bois, travail au fil chaud pour faire couper du tire-mousse. On a une salle comme qu'on voit à droite. Ça, c'est la salle préférée. Honnêtement, on est toujours là. Pour les APP, c'est parfait. Tu vas là, tu colles 2 tables, tu fais ton APP en regardant le coucher du soleil ou le lever du soleil. Tu peux faire tes projets de PMC, là, de projet majeur de conception. C'est vraiment, honnêtement, un des beaux spots. On est chanceux d'avoir ce studio-là à l'université. Ça, dans le fond, je vais vous parler de mes stages. Ça, c'est un stage chez MDA. Dans le fond, ceux qui font le bras canadien, comme on peut voir en bas à droite. Je suis rendu à mon 3e stage pour eux. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Dans le fond, mon premier stage, c'était, comme on voit à la photo de gauche, c'est un bras robotisé attaché sur un satellite avec des propulseurs au plasma. Moi, j'étais responsable d'assembler les moteurs. Là, on ne les voit pas, là, mais ils sont quand même assez petits. Les moteurs, les actuateurs rotatifs. Fait que je les ai fait assembler avec des assembleurs, des techniciens. Je les ai testés aussi pour voir s'ils répondaient aux attentes de l'ingénieur. Après ça, en haut à droite, on peut voir des simulations orbitales parce que dans le fond, il fallait que j'estime le nombre de micrométéorites qu'un satellite allait comme rencontrer dans sa durée de vie utile. Donc, j'ai calculé les simulations dynamiques pour voir le temps versus la position dans l'orbite. Puis honnêtement, comme on peut le voir, c'est des projets c'est dans le domaine spatial, mais il y a vraiment du mécanique et de l'électrique et de l'informatique. Puis je me suis senti un peu déstabilisé au début, pour être honnête, mais on est tellement bien outillés. Dans le bac, on touche aux 3 domaines. Alors, j'avais tous les outils nécessaires pour parvenir, dans le fond, comment je pourrais dire, remplir les objectifs que mon patron m'avait donnés. Fait qu'on est vraiment chanceux de pouvoir toucher aux 3 domaines. Puis j'ai jamais eu peur, dans le fond, comment je pourrais dire, des défis que mon patron m'avait mis sous moi. Là. On peut dire ça comme ça. Je sais pas s'il y avait un autre slide pour les autres stages. Ouais, non, j'avais tout mis dans une. Là, fait que ça vous donne, je pense, une bonne idée. Merci, Michael. Ça vous donne une bonne idée des différentes ramifications du programme. Je dirais, étant donné qu'on monte aussi notre propre matériel pédagogique, c'est vraiment du matériel à la fine pointe là, qu'on a la chance de pouvoir exploiter au niveau de la formation. Il y a 4 cohortes présentement. La 5e serait celle de l'automne 2021. Là. Ici, c'est la première cohorte. Vous pouvez reconnaître Michael qui est ici. La 2e cohorte est notre 3e cohorte.
Fanny, que j'avais de la misère à reconnaître au début, qui est ici. On n'a pas d'image pour la 4e cohorte. On était en COVID. On n'a pas pu prendre de photos, mais on va trouver une façon de le faire. Bref, c'est une belle famille. On est très fiers de nos étudiants, très fiers du programme. Moi, je pense que c'est un programme le fun. Pour les étudiants, pour les profs aussi, une belle équipe. On s'amuse beaucoup, je dirais. Puis la dernière diapo de la présentation vous donne les informations de contact. N'hésitez pas à nous écrire par courriel, aller sur les sites web, nous appeler. Donc, on est ouvert à toutes vos questions. C'est ce qu'on va faire là, prendre vos questions que vous pourriez avoir sur le programme. Soyez pas gênés. On est vraiment ici pour ça. Avez-vous des questions? Vous êtes un petit groupe, c'est comme si on était en famille. Pas être gêné, ça peut être à propos d'autres choses aussi, là, la vie étudiante, transport en commun, les appartements, whatever. Les groupes techniques. Faudrait que tu mettes ton bout de cricket. As-tu ton bout de cricket sous la main? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. On est vraiment intéressé à en savoir plus sur vous autres, d'où vous venez même, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous intéressez à la robotique. Ça serait bien. N'hésitez pas à nous parler. Y a-tu du monde technique dans vous? Moi, je suis pro-technique. Là. Y en a-tu dans la gang? Vous pouvez laver la main au pire si vous êtes trop gêné. Ça peut être un bon début. Là. Il n'y a personne en technique. Tout en sciences nat. Sciences nat. Y a-tu des sciences lettrées hors?